Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, il est 8h38, c'est l'heure de la revue de la presse des médias et des sites d'information sur studiokalita.com, une revue de la presse que nous allons débuter par le Haaretz, qui fait état des développements dans l'affaire des sous-marins allemands. Selon le journal, l'avocat et proche conseiller de Binyamin Netanyahou, Yitzhak Molcho, n'aurait pas démenti lors des interrogatoires qu'il a subis de la part de la police israélienne au cours des derniers jours d'avoir rencontré le représentant de la compagnie allemande ThyssenKrupp en Israël, qui n'est autre que le témoin à charge dans cette enquête des sous-marins. Miki Ganor, il y aurait donc eu une rencontre entre Miki Ganor et Yitzhak Molcho, une rencontre au-delà donc de la confrontation que les enquêteurs de la police ont imposée hier et avant-hier entre Miki Ganor et Yitzhak Molcho. David Shimron, le second avocat de Binyamin Netanyahou incriminé dans cette affaire, aurait précisé qu'au sein de la présidence du Conseil, lui et Yitzhak Molcho avaient érigé ce qu'il a appelé des murailles de Chine pour faire une très nette distinction entre leurs activités de conseillers spéciaux de Binyamin Netanyahou et leurs affaires commerciales dans le cadre de leur cabinet d'avocats conjoints. Le Yediot Aharonot de ce matin cite justement Miki Ganor qui a été confronté à Shimron dans les locaux de la police et qui lui aurait lancé « Vous étiez censé recevoir 20% de commission dans cette affaire des sous-marins ». Toujours selon le Yediot Aharonot, et c'est d'ailleurs le titre du journal en manchette ce matin, Yitzhak Molcho lui devait s'occuper lui-même de ce marché. Dans sa page d'ouverture, le site Walla ne partage pas l'affirmation selon laquelle il n'y avait pas de contact entre les affaires commerciales de ces deux avocats et leur responsabilité à la présidence du Conseil. Après avoir rappelé que Molcho a passé hier une nouvelle journée dans les bureaux du département des investigations de la police, le site, le Walla, cite que si c'est Molcho qui s'est embourbé dans cette affaire, la responsabilité directe en incombe avant tout à Binyamin Netanyahou. Le site explique en effet qu'il était difficile, voire même impossible, de faire une distinction entre les activités d'Yitzhak Molcho dans l'entourage de M. Netanyahou et celle du même avocat de Molcho, donc dans le monde des affaires. Et son statut à la présidence du Conseil, à la fois de conseiller mais aussi d'avocat d'affaires internationales, a souvent surpris, voire même embarrassé les observateurs. Et cela aurait été donc l'une des causes qui aurait contraint Yitzhak Molcho à démissionner de ses fonctions dans l'entourage de Binyamin Netanyahou il y a de cela 2 mois. Revenons dans le Haaretz pour souligner que le quotidien de la gauche ou même de l'extrême gauche israélienne affirme que l'ambassadeur d'Israël à Washington, Ron Dremer, a témoigné lui aussi devant des enquêteurs de la police israélienne, mais cette fois dans le cadre du dossier 1000, celui des cadeaux que le Premier ministre et son épouse auraient reçus de leur ami milliardaire, le producteur hollywoodien Arnon Milchan. Selon le Haaretz, Dremer se serait occupé de faire aboutir via ses contacts aux États-Unis une démarche d'obtention d'un visa de séjour permanent pour Arnon Milchan, qui n'est pas citoyen américain. Si cette information était confirmée, cela signifierait que Binyamin Netanyahou aurait donc offert via son conseiller, via Ron Dremer, une contrepartie à Milchan en échange de ses cadeaux luxueux de cigares et de champagne rosé. Et cela s'appelle des pots de vin. Donc il faut s'attendre peut-être à des développements également dans le dossier 1000 des cadeaux, le dossier dans lequel Binyamin Netanyahou est incriminé. Le Premier ministre devrait soumettre dès dimanche à l'aval du gouvernement la nomination de Meir Ben Shabbat au poste important de conseiller à la sécurité nationale, un poste qui n'était pas officiellement occupé depuis le départ il y a 2 ans de Yossi Cohen, qui a été nommé à l'époque chef du Mossad israélien. Meir Ben Shabbat, qui a 51 ans, a passé 28 ans dans le Shin Bet. Il a gravi tous les échelons de la hiérarchie. Il est très apprécié pour sa droiture et son expertise. Dans un tout autre dossier, le Israël Hayom revient ce matin sur les reproches faits il y a quelques semaines par Binyamin Netanyahou et son entourage à propos de l'utilisation par la direction de la police de Lior Chorev comme conseiller médiatique de la police. L'entourage de M. Netanyahou s'était alors insurgé contre le fait que Chorev puisse être employé par la police, alors que parallèlement, il continue à critiquer régulièrement sur les réseaux sociaux la politique de M. Netanyahou. Le Israël Hayom explique que le conseiller juridique du ministère de la Sécurité intérieure avait mis en garde la police face à ce qui peut paraître comme un conflit d'intérêts de la part de Lior Chorev, ce qui irait donc dans le sens des accusations portées par Binyamin Netanyahou et son entourage.
Le Israël Hayom continue à suivre de près la visite officielle du président de l'État Reuven Rivlin en Israël. Hier, le président a rencontré à Madrid le Premier ministre espagnol Rajoy et il ne s'est pas gêné pour lui exprimer son désaccord face à la position du gouvernement espagnol envers l'État d'Israël dans les instances internationales et en particulier après le vote de l'Espagne en faveur de la résolution de l'UNESCO niant tout lien entre le peuple juif et sa capitale Jérusalem. L'affaire fait grand bruit dans la classe politique britannique ainsi que dans le gouvernement de Theresa May. La BBC a révélé avant-hier que la secrétaire d'État britannique pour le développement international, Priti Patel, c'est son nom, a effectué récemment une visite privée en Israël et en a profité pour rencontrer Binyamin Netanyahou, Yair Lapid et le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan. Le tout sans même prévenir sa patronne, la chef du gouvernement, Theresa May, ni même l'ambassadeur britannique en poste à Tel Aviv, ce qui est considéré à Londres comme une violation sérieuse aux règles diplomatiques. Après les révélations de la BBC, Patel a présenté ses excuses publiques pour ses omissions, mais le dossier de la ministre a pris une tournure inattendue hier lorsque l'on a appris que de retour à Londres, Patel avait envisagé l'hypothèse d'un financement par son pays de tout ou partie de l'activité médicale que Tsahal fournit gracieusement aux blessés syriens, des rebelles syriens qui le désirent dans les hôpitaux de campagne qu'il a créés près de la frontière israélo-syrienne sur ce que la ministre a elle-même appelé le Golan occupé. Theresa May a confirmé la proposition faite par la secrétaire d'État et son bureau s'est empressé de préciser qu'il n'y avait pas de changement dans la politique du gouvernement britannique qui s'oppose à verser des subventions ou des aides financières à l'armée israélienne. Cette affaire a provoqué une très vive émotion à Londres où certains responsables politiques et diplomatiques appellent d'ores et déjà à la démission de Priti Patel, affirmant qu'elle a violé le code diplomatique en n'informant pas le Foreign Office de ses entretiens avec des responsables israéliens au sein du Labour, le parti britannique. On appelle à l'ouverture d'une enquête sur ses agissements et même dans son propre parti, des voix se font entendre pour critiquer son comportement et estimer que sa carrière paraît aujourd'hui sérieusement hypothéquée. Le Israël Hayom se fait ce matin l'écho de 2 rencontres qui se sont tenues en présence du chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, qui s'est entretenu séparément, d'abord avec des rabbinim, et ensuite avec des représentantes des mouvements de femmes. À l'ordre du jour de ces 2 rencontres, la problématique posée par le service militaire dans des unités mixtes de soldats et soldates israéliennes. Les rabbins lui ont exprimé leur opposition à ce service militaire mixte et ont insisté sur les problèmes qu'il engendrait. Les rabbins ont également demandé au chef d'état-major de ne pas placer d'officiers religieux à la tête de bataillons mixtes. Quant au mouvement féministe, ils ont demandé au général Eisenkot de veiller à ce que les femmes ne soient pas discriminées dans l'armée. Le Yediot Aharonot et les médias ont souligné que la Knesset a tenu hier une séance extraordinaire pour marquer le centenaire de la déclaration Balfour. Le Premier ministre Netanyahou y a pris la parole. Et au balcon, dans l'enceinte du Parlement israélien, on a remarqué la présence de Lord Jacob Rothschild, qui est le descendant de la branche anglaise de la célèbre famille juive qui avait justement financé la construction de la Knesset, du bâtiment actuel de la Knesset il y a plus de 50 ans. Et il est aussi le descendant de Lord Rothschild, qui avait reçu la déclaration Balfour des mains de Lord Arthur Balfour, donc il y a 100 ans, presque jour pour jour. Avant la séance, le président du Parlement, Yuli Edelstein, a remis un diplôme à Lord Rothschild. Il a précisé qu'en ce début de mois de novembre 1917, il y a eu 2 révolutions qui se sont produites. La révolution bolchevique, bien entendu, mais aussi la déclaration Balfour qui a révolutionné le monde juif, dixit Yuli Edelstein. Et puis, dans le cadre de la campagne MeToo qui pousse de plus en plus de femmes à révéler qu'elles ont été victimes d'harcèlement sexuel, voire même plus grave encore, le Yediot Aharonot se focalise ce matin sur de très graves accusations portées contre celui qui est aujourd'hui le président de Keshet, l'une des 3 chaînes de télévision israéliennes privées, Alex Giladi, après que des femmes journalistes aient révélé que Giladi leur avait fait des avances indécentes. 2 femmes l'accusent désormais de les avoir violées en leur disant « Si vous voulez progresser dans la profession, il faut passer par ma chambre ». Dans l'entourage de Giladi, on dément, mais Giladi a annoncé durant la nuit, et cette information ne figure pas dans le Yediot Aharonot, sa décision de démissionner provisoirement de ses fonctions de président de la chaîne de télévision Keshet afin de pouvoir se lancer dans une campagne prouvant son innocence. Donc une affaire
à suivre. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par une affaire de la conversation téléphonique enregistrée dans laquelle le patron du parti chasse, Aryeh Deri, s'en prend de manière insultante au grand rabbin de Jérusalem, le rabbin Shlomo Amar. Cette conversation téléphonique diffusée avant-hier soir par Amit Segal de la seconde chaîne de télévision continue de provoquer des sérieux remous au sein du parti orthodoxe séfarade dans l'entourage d'Aryeh Deri. On ne s'efforce pas de démentir le contenu de cette conversation, mais l'on s'insurge contre le Rav Yaakov Cohen, interlocuteur de Deri dans cette conversation, qui est également le fils du leader spirituel du parti chasse, le Rav Shalom Cohen. Dans l'entourage de Deri, on est persuadé que c'est lui qui a enregistré la conversation et l'a révélée à la presse pour tenter de discréditer l'actuel ministre de l'Intérieur et patron du parti chasse. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous marquons une petite pause et nous serons en ligne dans quelques instants avec Émile Moiti qui nous racontera, qui sera notre témoin ce matin de l'opération Torche dont nous parlait tout à l'heure Eliana Gurfinkel, qui s'est produite il y a 75 ans, le 8 novembre 1942 à Alger. Nous espérons, il est en ligne. Nous allons marquer un jingle et on retrouve Émile Moiti dans quelques instants.